Monaco qualifié pour les play-ins, c'est l'information de la semaine. Les Monégasques qui ont signé 2 victoires à domicile en Euroleague contre l'Asvel et Barcelone, et ce, toujours avec un roster limité. Seulement 8 joueurs inscrits sur la feuille. La Roca Team peut donc toujours rêver des play-offs. Lors du déplacement à Sarajevo pour affronter Dubaï, Sylvie Ferreira a rencontré le directeur général et cofondateur du club émirati, Dejan Kamenjasevic. Au micro de TV Monaco, il parle du projet ambitieux de Dubaï, né il y a 1 an et demi et qui aspire à devenir une référence en Europe. Il reste un match à disputer en Euroleague pour se placer le plus haut possible au classement et avoir l'avantage du terrain lors des play-ins. Ça se jouera contre l'Hapoel Tel Aviv à la salle Gaston Médecin, l'équipe israélienne qui a validé son billet pour les play-offs. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Rocasphère, votre rendez-vous basket tous les lundis, 19h35 sur TV Monaco pour faire le tour de l'actualité de la Roca Team, des derniers résultats. Il y en a eu à vous montrer pour cette semaine avec cette information. Donc Monaco qualifié pour les play-in. On a hâte de suivre donc les prochaines semaines de Monaco en compagnie de toute l'équipe, en compagnie de Laurent Sierra, de Ben Monclar et de Johan Cherami qui fait son retour cette semaine. Salut les gars. Salut. Salut les amis. Bonsoir à tous. Je suis content, j'ai retrouvé mon binôme là, je me sentais un peu seul, là ça va, ça fait du bien. Moi aussi, moi j'étais seul surtout de mon côté. C'est vrai. Je t'ai prêté Laurent un petit peu lundi dernier, mais moi je suis content de faire mon retour aussi. après une petite semaine J'ai pas manqué au à Country tout le Club. monde, Pas trop dépaysé après la semaine passée au Country Club. Non, j'ai encore quelques, tu vois, Bien bronzé, en tout cas, bien bronzé, t'as pris le soleil. Il a peaufiné son bronzage. C'est vrai. Ça te va bien. J'ai Ça te va bien d'ailleurs. travaillé dur pour, Ah, ouais, stop. pour dénicher des petites pépites, des interviews de Allez. l'inside. Attaquons tout de suite cette émission. On démarre comme d'habitude avec les Vals. 2 belles victoires donc pour Monaco en Euroleague contre l'Asvel et contre le Barça à domicile. Une défaite qu'on pourra qualifier d'anecdotique en championnat, tant Monaco a de l'avance pour l'instant et l'objectif étant évidemment en premier lieu l'Euroleague. À vos notes, messieurs, je vais commencer par le plus généreux d'entre nous, c'est Ben. Et je voulais même mettre plus. Voilà, moi j'ai mis 9, je vous ai trouvé dur avec 8. Ils ont fait le plein en Euroleague. On l'attendait. Bon, la victoire contre l'Asvel, ok, il y a des petits bémols. Ça aurait pu être un peu plus serein. Il y a ce shoot à la fin d'Eli Okobo qui vient tuer le match, mais on attendait peut-être mieux sur la forme. Et par contre, cette victoire contre le Barça, moi je l'ai trouvée bonne. Voilà, il y a peut-être des balles perdues, on peut chafouiner sur certaines choses. Le retour de Mike James aussi qui est encourageant. Mais on attendait quoi en fait de cette semaine, si ne serait-ce que 2 victoires en Euroleague. Donc pour moi, voilà, c'est quasiment un bilan parfait. Ok, cette défaite contre Bourg, anecdotique, je la compte même pas avec des jeunes, c'était à prévoir. Donc moi 9. Et encore, j'ai été refroidi par vos notes parce que sinon j'aurais peut-être mis 10. Hein. Très bien. Mais les arguments se valent. Johan. Moi j'ai mis un solide 8 sur 10. Je me focus vraiment sur les 2 victoires en Euroleague. Voilà, j'ai envie de noter la force de caractère, l'abnégation, l'esprit d'équipe. Je trouve qu'on voit une vraie équipe en ce moment. Tu as un roster hyper serré, les joueurs sont fatigués. Eli et Mathieu l'ont dit à la fin de la rencontre face à l'Asvel, qui tirait un peu la langue et que c'était pas facile de jouer 30 minutes par match, là, d'enchaîner comme ça. Donc avec un petit roster, tu as des grosses victoires hyper importantes là, dans cette course au play-in. Donc pour ça, voilà, j'ai envie d'être hyper positif. Il t'a manqué Mirotic, Theis, Tarpe, Nedovic. Et voilà, et je trouve qu'ils sont combatifs, ils donnent tout, et j'aime beaucoup ce qu'ils arrivent à faire avec seulement 8 joueurs. Donc c'est un solide 8 sur 10 pour moi. Laurent, à toi la parole. Oui, moi je trouve que 8 c'est bien. Voilà. Ok, on valide 2 matchs importants cette semaine, mais c'est pas pour autant que voilà. Je comprends ce qu'on dit sur Bourg, mais attention, l'avance, elle n'est plus non plus aussi conséquente que ce qu'elle a été. De mémoire, Nanterre revient à un match, je crois. Voilà, mais voilà. Moi, je suis content pour eux. Ils ont validé les play-ins. C'était quand même la volonté sur cette fin de saison, quand on se rappelle encore que pratiquement un mois et demi en arrière, même nous, on en doutait. Maintenant, le match de vendredi, il est quand même hyper important aussi, parce que tu as beau avoir fait tout ça, mais imaginons que tu te prends les pieds dans le tapis, tu peux terminer 10e. Donc,
Cette équipe, d'abord, elle est à l'abri de rien. Encore vendredi, on apprend au dernier moment que Mirotic blessé. Donc bon, rien ne leur sera épargné. Et malgré tout, ils sont là et ils se battent. Et surtout, il faut remarquer que énorme ambiance vendredi à Gaston Médecin. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça. Bon, toi, tu n'étais pas là, tu étais de l'autre côté. J'étais ici, moi. J'étais en studio ici. J'étais de l'autre côté toute la journée, donc c'est pour ça. Mais non, j'ai couru du country club pour venir. Énorme ambiance pour venir vendredi, ici. et j'espère que ça sera la même vendredi prochain contre la Poel. Belle semaine donc pour la Rocket Team, en témoignent ces notes, beaucoup de 8, un petit 9 du côté de Benz qui nous donne donc 8,25 de moyenne pour cette semaine de la Rocket Team. On revient sur les résultats, on va s'intéresser évidemment essentiellement à l'Euroleague pour aujourd'hui. On parlait du championnat plutôt anecdotique, donc cette défaite contre Bourg. Match contre le Barça, messieurs. Monaco a validé sa place pour les play-ins suite à cette victoire. C'était sans doute le plus gros point d'interrogation de la semaine. On reviendra sur l'Asvel, bien sûr, tout à l'heure, mais ce match, on s'attendait plus ou moins à voir Monaco le remporter. Le plus important, enfin le plus compliqué, le plus interrogatoire, c'était celui contre ce Barça. Et un match avec deux dynamiques, on peut le dire, en première mi-temps, mais après une deuxième mi-temps que Monaco a un peu plus maîtrisé. En fait, ils ont récupéré, ils sont à moins 10 là, dans le deuxième quart-temps, et puis possession après possession, petit à petit, ils ont réussi à revenir au score. Après, il y a un gros début de match aussi du Barça avec 7 sur 9 à 3 points. Ils étaient on fire, beaucoup d'adresses qui a permis d'avoir un léger 55% légère avance. de manière générale sur le match en plus déjà. Mais à partir du moment où Monaco est revenu, là, fin de premier quart-temps, et puis surtout ils ont accéléré dans le deuxième quart-temps, et ils sont devant au moment d'aller au vestiaire. Et derrière, ils n'ont pas lâché, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, autant on en reparlera, l'Asvel, il y a eu un peu de relâchement en fin de rencontre. Ils ont un petit peu joué à se faire peur. Là, autant contre le Barça, les mecs, ils avaient bien compris que s'ils réalisaient la même fin de match contre le Barça, ça allait être compliqué. Donc ils ont réussi à tenir possession après possession, et chapeau pour ça, parce que tu sens que tu as de la fatigue, tu sens que les mecs, ils jouent entre 17 et 34 minutes, le roster, il est court, et ce qu'ils arrivent à faire, moi, je suis assez stupéfait, quoi. Donc, chapeau, ils étaient malmenés en début de rencontre, et puis petit à petit, ils ont construit leur succès pour aller chercher cette victoire-là face à un concurrent direct. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à faire les stops. On en parlait un petit peu, cette capacité à faire des stops et à courir, notamment avec Bégarin, et on l'a vu avec Kever Youssef, c'est à trouver de la contre-attaque. Et ils ont eu l'emprise sur ce match-là après cette première vague début du match. Kevin Punter, on en parlait, il a été vraiment bien. Au début, on a un peu dominé par Schengelia sur le post-up. Will Clyburn en réussite un petit peu au début. Et ensuite, derrière, que ce soit Blossom Game ou Bégarin, ils ont eu un impact physique sur ce match, j'ai trouvé, qui était génial. Bégarin, encore une fois, on le dit semaine après semaine, il fait ce qu'on aurait aimé voir de Makoundou, je trouve. C'est-à-dire arriver, sortir du banc, mettre de la grosse énergie, des dunks, de la contre-attaque, de la défense, du rebond. Et voilà, et après derrière aussi de la réussite. On a revu Mike James refaire un peu de Mike James aussi, ça c'était plutôt positif pour la suite de ce qui va arriver. Ouais, une victoire collective, là vous voyez les chiffres s'afficher, 7 joueurs à plus de 10 dévals, c'est très rare cette saison de voir ça de la part de Monaco, avec un 114 dévals collectifs sur cette rencontre. Voilà, 7 des 8 joueurs ont eu plus de 10 dévals sur cette rencontre. Et 6 joueurs à plus de 10 points. Ouais, mais bon, bien la force du collectif, quoi. Cette équipe, je dis, elle est surprenante. Je crois que là, le coach aussi, entre guillemets, c'est facile pour lui. Hein. Il a Kuiga. Vendredi, il avait Kuiga. Donc tu vois vite, je pense que Theis a eu l'honnêteté aussi de dire à un moment donné, capot ouvert, là, je peux plus. Et Hayes, il est revenu d'une façon... Et le tournant du match, c'est quand même la 3e et 4e faute de Shanghai là, où tu sens que Xavier Pasquale, il hésite. L'autre, il lui dit non, c'est bon, je vais me gérer. Premier un contre avec Mike James, il accroche le bras. 4e, tu es obligé de le bencher. Et c'est là où ils nous ont fait mal au début de match. C'est que ces postes-là de lui, de Para, sur les mismatchs, que ce soit sur Mike James ou que ce soit des fois même sur le petit Strazel. Parce que Mike James, ils les ont fait souffrir, et en plus, ils ont été adroits. Mais une fois de plus,
quand ça décide de toucher, parce que Diallo, ok, il est sur les 2 matchs, offensivement, bon, je pense que mercredi, il était en mode cruiser. Il n'a pas été en réussite vendredi, mais quand il s'est mis après sur punter, lieutenant. Oh, bah là, c'est terminé. Non, mais il s'est investi. Ça, ils ont cette capacité quand même encore, parce qu'il y a cette qualification là qui est là, ils ont cette capacité. Et puis physiquement, je le répète, je ne suis pas sûr qu'il y ait une équipe. Tu sors Mirotic physiquement et Tays qui sont pour moi un peu dans le dur. Les autres, ça tamponne copieux quand même. Et t'as pas Tarpé pour amener ça en plus. Je sais pas où est-ce qu'il en est lui, mais lui, il a cette capacité aussi à boum, sortir du banc tout de suite impacté. Et là, il l'a pas fait. Ça prend des rebonds, ça claque des ballons. Bégarin, en plus, a été de suite tonique. Non, mais d'abord, pour battre le Barça, qui ne fait pas non plus une grosse saison, il faut quand même être... Et puis qui fait sur une dynamique terrible. Non, mais même la saison... Ils sont 10e, c'est pas pour rien. Eux, clairement, c'est pas pour rien. Je parlais avec Timothée de Baskonia, et il me disait, avant le match, il me dit, Monaco, ils vont gagner. Parce que lui, il les a vus beaucoup, et il me dit, le Barça, ils sont pas bien. Non, ils sont pas bien. Il les connaît mieux que moi, il les joue mieux, il les a joués beaucoup. Lui, il m'a dit, non, Barça va perdre contre Monaco. Donc oui, ils font pas une saison, ils dégagent pas de la sérénité et de la force. C'est ça. Et puis quand tu lis l'interview de Xavi Pascual, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est une saison très compliquée, mais tu as compris que puis c'est une équipe pas jeune. Hein. Punter il a 33, Clyburn 36, Schengelia 34, Vezeli 36. Donc c'est Brizuela 35. Ouais, t'as raison, 32-33. Mais je veux dire c'est une équipe un peu... Et quand tu les perds... En plus, ils s'étaient déjà fait impacter à la maison, moins 30 à un moment donné contre le Pana. Ils arrivent ici, je pense qu'ils se sont mis en confiance, mais Monaco, c'est là où ils sont pénibles, c'est qu'ils ont cette capacité à des fois nous faire arracher les cheveux, et sur 4-5 minutes, ça sert. Donc j'espère qu'ils garderont cette intensité contre la Poel, qui est quand même... Une grosse équipe de l'Euroleague. La réaction de Matthew Strasel après cette victoire donc, de Monaco contre Barcelone. Logiquement satisfait, même si voilà, on prend encore 86 points, vous me direz, il y a un peu de mieux par rapport au dernier match. Défensivement, on fait encore trop d'erreurs, mais sans se trouver d'excuses, c'est pas facile d'avoir une rotation à 8 joueurs. Donc voilà, je suis quand même fier de ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à gagner 2 matchs sur 2. On va essayer d'aller prendre le dernier la semaine prochaine. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient misé sur nous avec tout ce qui se passait. Donc comme j'ai dit, je suis content du caractère qu'on montre. Mais voilà, arriver en play-in sans se qualifier en play-off, ça sert un peu à rien. Donc on est encore loin du but. Et Monaco qui a été très adroit au lancer franc aussi sur cette rencontre, 26 sur 29, ça aide aussi à... 26-27 avant qu'il rate ses 2, Mathieu Strasel. Exactement. Sinon, ça aussi, c'est juste une stat folle. Ce qui aide quand même à gagner certaines rencontres. L'autre match de cette semaine, c'était donc le choc franco-français du championnat de France entre donc Monaco et l'Asvel, 2 équipes qui ont l'habitude de se rencontrer. C'est encore Monaco qui s'est imposé. 4e victoire contre l'Asvel cette saison, c'était la première à domicile, d'ailleurs, de la saison contre l'Asvel. Avec un match, encore une fois, on l'avait dit, ces duels contre l'Asvel, ils se jouent souvent à pas grand-chose, encore une fois, cette saison. Et là, ça s'est joué dans les dernières secondes. Même si à la fin, ils sont sur une série de 7-0, je crois que l'Asvel, ils ont plus battu Monaco depuis le match 1 des demi-finales là, de play-off. Ça commence à faire, hein. T'es sur une série de 7-0. Franchement, ça devient compliqué. Mais moi, j'ai une mention spéciale. Match un peu sous tension avec ce step back d'Eli qui permet de respirer, mais on avait tous peur. Sécuriste, on en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais. Une prolongation qui peut t'arriver, tu perds le match. Là, si Okobo il met pas ce shoot-là, l'Asvel, ils ont une balle pour gagner le match. Hein. Donc globalement, 35 minutes, tu maîtrises. Cruise, comme tu as dit pour Diallo, tranquille. Et puis à la fin, ça revient. Tu mets 2 points, ils en mettent 3. Tu mets 2 points, ils en mettent 3. Des joueurs qui sont censés pas être très adroits. C'est Harrison, c'est ça? Harrison, 5 sur 7 à 3 points. Il te fait la chanson tout le match avec sa patte gauche, son shoot bizarre. Ryan Angola. Voilà, exactement. Et même eux, sans Thomas Hurtel, peut-être qu'ils se sont dit ça va être tranquille. Mais ils ont joué le jeu, ils ont été à fond, de l'intensité. Et puis, t'es à portée de fusil dans la dernière minute. Et heureusement qu'Okobo a fait ce qu'il a fait parce que sinon, moi, j'étais pas serein. Toi, tu penses, Lolo, que c'est un relâchement parce que le match, il est plus ou moins contrôlé dans le 3e quart-temps et qu'ils ont forcément en tête cette double week, le Barça, la fin de saison. Et donc, je pense qu'il lève un peu le pied en se disant
On est sur une série, l'Asvel, normalement on peut arriver à les mettre à distance et contrôler la fin du match. La fin de saison, je ne crois pas qu'ils en sont là. D'ailleurs, on n'a qu'à écouter ce que dit Mathieu Strazel. Se qualifier en play-in, c'est génial, mais pas faire les play-offs, c'est comme ça sert à rien. Mais tu imagines comment tu te serais compliqué la semaine si tu perds le plus mauvais élève de l'Euroleague. Parce que sur leur ratio, sur l'Asvel, sur Monaco, c'est 7-0, mais ils sont sur combien de défaites d'affilée? Donc, je pense que voilà, ils se sont dit, ça va aller, on va challenger. Bon, ça a mal commencé parce qu'Harrison, il a commencé sur un 3 ou 4 sur 4 à 3 points. Donc déjà, tu dis le challenge, bon, un mec est à 22%, ça part mal. Et puis après, tu ne peux pas en vouloir non plus parce que Mike James n'était pas rentré, tu n'avais pas Daniel Theis qui est arrivé pendant le match. Donc, je te dis, on veut toujours plus de cette équipe, mais on a juste tendance à oublier, moi le premier, que là, les mecs, en ce moment, c'est 30 minutes de moyenne pour tout le monde. Et tu joues tous les 2 jours quand même. Donc même si tu voyages super bien, même si tu fais des soins, même si, physiquement tu penses que tu n'es pas fatigué, mais, mais la tronche elle est fatiguée parce que tu vois la ligne d'arrivée là, mais tu n'es toujours pas en play-off. Donc, c'est ce qu'ils ont dit à la fin du match. Et Eli, il dit, moi je suis fatigué quoi. Et tu le sens, Mathieu pareil, les deux. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler un peu du duo, mais Eli il n'est pas très loin du triple-double sur ce match-là. Mathieu, il va chercher une de ses meilleures évals de la saison. Franchement, je trouve que le duo, là, en ce moment, 1 contre 1, injouable. Pénétration, ils font mal. Ils prennent des bons shoots. Ils ont pris confiance en eux, les deux. Ils donnent des caviars à gogo. Moi, ils prennent de l'épaisseur. L'absence de Mike James, ces deux-là, ils ont pris une... c'est monstrueux. Là, c'est cette lecture qu'il a, qui sort des écrans. Tu sais, il jette... Il faisait ça avec Dantaol à l'époque, là, quand ils avaient le pic côté droit, là, il rentre, il jette comme ça, là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis là, d'un coup, boah! Non, alors, la blessure de Mike James leur a fait du bien, c'est une surprise pour personne. Le souci, et ce qui est très bien pour eux, c'est qu'ils sont arrivés à élever leur niveau et à y rester. Parce que de temps en temps, ils nous faisaient des encéphalos comme ça. Mais là, il est au Kobo, en fin de contrat. Tu te souviens de son match contre le Pana? J'aimerais bien être son agent, là, tu vois. Parce que là, en fin de contrat, ton téléphone, il ne doit pas arrêter de sonner, je te le dis. Parce que là, il est juste... Contre le Pana, il est injouable. Et là, franchement, contre l'Asvel, encore, moi, ce qu'il arrive à faire... L'Asvel, sans manquer de respect à l'Asvel, c'est pas l'Asvel. Non, mais regarde, dans la générosité, tu vas chercher 10 rebonds, alors que c'est pas là où on t'attend. Qui donne des caviars, qui drive, qui fasse... On le connaît, ses qualités de shooter, 1 contre 1, ça, on sait ce qu'il est capable de faire. Et là, en plus, il est en train d'ajouter une autre palette. Moi, le côté un peu tueur, leader, montrer la voie aux siens, je ne l'avais pas forcément beaucoup vu du côté d'Eli. Et là, il l'a fait dans le moment où on l'attend le plus, la fin de saison, aller chercher un objectif. C'est une belle passe pour toi, Ben, pour ton MVP de la semaine, parce que c'est lui, justement, c'est Eli qui sort encore une super semaine. Je vais répéter. Je vais répéter, c'est exactement ça. Il a été clutch, en sortie de banc, impactant immédiatement. Souvent, l'équipe... à égalité ou juste en dessous au moment de son entrée, et dès qu'il rentre sur le terrain, un coup de boost incroyable, pleine confiance, des passes, des rebonds, des points, des paniers ultra importants, des paniers très difficiles souvent aussi, avec des forts pourcentages, capable de séquences défensives importantes aussi. Il est même si, on va dire, Harrison, il a fait la chanson, c'est pas toujours lui qui était dessus. Et voilà, donc que dire de plus? Espérons qu'il reste à ce niveau-là pour, on va dire, le dernier mois de la saison. Avec le retour de Mike James, on va voir comment ça va se passer. Je pense qu'il va encore sortir du banc. Ça peut que bien se passer, Ben. Tu as vu Mike James vendredi? Il sait que pour l'instant, il n'a pas ça. Donc à lui aussi d'être intelligent et de laisser un mec qui est en pleine confiance peut-être jouer ses pick and roll, ce qu'ils font à la fin, et d'avoir... le shooter fou, parce que Mathieu Strazel, c'est un shooter fou. Mais tu vois, Mike James, il rentre les 3 à 4 premières minutes, il fait les passes, c'est lui qui décale Mike James, etc. Derrière, ça se voit qu'il veut marquer. Il va chercher des fautes, il se frustre après les arbitres. À un moment donné, je ne sais pas si tu la vois, celle-là, on lui rate une faute à 3 points, il n'est pas content. Derrière, il va faire une faute sur je ne sais plus qui, 3 lancers francs. Et il y a eu un mauvais momentum qui a correspondu à tout ça. Et voilà, il faut que Mike James, j'attends, moi je suis personne pour attendre, mais... qui se mettent justement dans cet état d'esprit que l'équipe nous a montré depuis 3 semaines. Et surtout avec un mois sur le carreau. Mais je te dis, je pense que s'il ne comprend pas ça, malheureusement, ils n'iront pas en play-off. Exactement. Ça sera difficile. Par contre, Mike James, ce qui peut être très bien, c'est que même s'il y a eu de la blessure et un manque de rythme, quand eux sont tous très fatigués, lui, il a quand même fait du frais.
Ah, mais il peut impacter aussi. Oui, mais lui, il a fait du frais pendant 3 semaines, là, psychologiquement. Il est rentré chez lui, etc. Donc, peut-être que puis lui, il peut arriver. Et puis, si on a un Mike James niveau MVP, même si Okobo et Strazel sont un petit peu en dessous. Moi, j'ai une question, Lolo, quand on voit Eli et Matthew à ce niveau-là en ce moment, on sait que Mike James est plus que sur le départ en fin de saison. Est-ce que ça peut pas donner des... On a parlé de Eli, il y a des rumeurs qui traînent, et comme tu le dis, il y a sans doute son téléphone qui sonne beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour lui à Monaco, une construction avec Matthew Avec ce qu'ont vécu les mecs cette année, avec les mensonges qu'on leur a sortis semaine après semaine, Tu peux pas payer. c'est pas possible. Déjà, on ne sait même pas dans quel état va terminer. Mais en étant à la tête de ce projet-là. Non, je pense que pour lui, c'est le bon moment à 27 ans. Là, il s'est affirmé, il a été patient. Là, il est important pour lui d'aller voir ailleurs. Et puis, est-ce que, à travers tout ce qu'a vécu la Roca Team, est-ce que c'est pas aussi le bon moment pour cette équipe, si elle a la chance de repartir avec des moyens, est-ce que c'est pas aussi de partir sur un autre projet avec d'autres joueurs? Est-ce que c'est pas aussi la réflexion à avoir? Parce qu'il sent que c'est la fin d'un cycle aussi. Hein. Le mec, il a tout donné. Eli, Ouais, je pense. Mais d'abord, de ce que j'entends, à aujourd'hui, ils veulent tous partir. Ceux qui sont en fin de contrat, bon, c'est une forme d'évidence. Et ceux qui sont encore sous contrat, ils veulent qu'une chose, c'est partir. Parce que je pense que là, ils sont arrivés au bout des mensonges qu'on leur a sortis, je te le répète, semaine après semaine. Puis, financièrement, ils vont plus, pour moi, je ne sais pas ce qu'ils vont en être des finances monégasques, mais ils ne vont pas pouvoir le payer. Ouais. Petite parenthèse, les amis, on va s'envoler du côté de Dubaï, même plutôt de Sarajevo. Cette équipe de Dubaï qui est un petit nouveau en Europe, qui a pointé son nez cette année, un projet qui a vu le jour il y a 1 an et demi seulement. Sylvie Ferreira a rencontré l'un de ses fondateurs, le directeur général Dejan Kamenjasevic, qui compare ce projet à celui de Monaco, Dubaï et ses grandes ambitions. Interview montée par Théo Torres. We are new. We are existing only 1 year and a half. It's a very similar case of Monaco before. I think that we are very similar structure, very similar ownership structure, very similar city. Just our beginnings, they are different because, like I said, you has some continuity in your path from different leagues. So you prepare yourself when you come to the EuroLeague to be more stronger and to be more efficient and with a better structure. And in our case, it's different because we, like I said, jump all those steps. So when you jump all those steps, sometimes you suffer and sometimes you need to be patient and have especially energy to suffer because time is essence here. And you cannot build anything, even the house you cannot build in 1 day. You need to build the foundation and then everything else. So we are now maybe in the first floor of our house with the foundations and still there are a couple of floors more to build. Process of building the foundations, this is very painful process which we went through a lot of things this season. Adjustment to the league, to the refereeing, travels, injuries, now this conflict which us like a country, we are collateral damage of everything. So really to us happened a lot of things this season. That's why it's not time to enjoy and it's only time to suffer. If you don't finish in the top 10, would you consider that like a failure? In sports, sometimes winning or losing is not everything, especially not for the franchises who are built 1 year and a half old. We have our goals, we have our vision, we have our mission. For us, failure doesn't exist. I think in 5 years' time, we will analyze and we will see if we failed or not in the longer period of time. You said we are in the first floor. How do you see the club in 5 to 10 years? How do you see the future of this club in EuroLeague? I see us like an example, model, a role model of the franchise in Europe. 2 franchises who are after us, the youngest one, it's Monaco, which is I think 13 or 14,
and then you have Bayern 19 or 20. So still 5 years is nothing. 1 year and a half is like a baby. I see us that we can be, I would say, not the key, but one of the role franchise and models of how one franchise can be built in a different way with different type of people and something in between, like I said, NBA in the game day experience and EuroLeague in the sense of European passion. Dubaï qui s'est justement séparé de son entraîneur Golematch ce week-end suite aux mauvais résultats et notamment cette défaite à domicile de Dubaï contre l'Anadolu Efes Istanbul qui les prive d'espoir de rejoindre les play-in. Il sera remplacé par l'actuel sélectionneur de la Slovénie, Alexander Sekulic. Lolo ? Très bon entraîneur, Sekulic. Honnêtement, il a fait... Et puis pour supporter... Luka Doncic, compétition après compétition, je trouve que c'est son équipe, même si Doncic monopolise énormément le ballon, je trouve que ce qu'il propose depuis quelques années avec la sélection, c'est pas mal. Et puis, t'as une petite passe à faire. Yo qui avait fait ce très bon pourcentage de coach de cette année record, ben là on est à 50%, on est passé à 10, on est passé de 9 à 10. 10 changements d'entraîneur, oui, cette saison. Ça commence à chiffrer. Ah ouais, ça chiffre. On rigole pas en Être Euroleague. coach en Euroleague en ce moment. Allez, on passe tout de suite désormais au dernier quart-temps. 38e et dernière journée d'Euroleague à venir donc en fin de semaine. Monaco affrontera l'Hapoel Tel Aviv à domicile. Encore une fois, le dernier des 3 matchs à domicile de cette fin de saison. Salle Gaston Médecin avec des enjeux évidemment pour Monaco, mais des enjeux aussi, les amis, pour l'Hapoel qui est qualifié officiellement pour les playoffs après sa victoire dans le derby contre le Maccabi hier, mais qui a une place aussi un peu plus haut au classement à aller chercher pour avoir l'avantage du terrain sur ces playoffs. C'est l'une des grosses équipes surprises, on peut dire, de ce début de saison, enfin de cette saison, même s'il y a eu les moyens qui ont été donnés. Mais avec Valence, on ne s'attendait peut-être pas forcément à voir l'Hapoel faire une telle saison. Et ça ne va pas être facile, ce ne sera pas une partie de plaisir, en tout cas pour Monaco. Ah non, non. Loin de là. Gros effectif, gros roster, une équipe qui est en confiance, bien drivée en ce moment par Chris Jones, qui aussi fait une saison remarquable avec un coach Itoudis qui est un vieux routier de cette compétition. Mais là, par contre, eux, ils ont un roster, je pense qu'ils vont l'utiliser au maximum, le roster. Parce que sur toutes les lignes, tu as de quoi faire. Ton chouchou, Elijah Bryant, t'aimes bien toi? Oui, c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est un joueur qui Difficile de pas fait une l'aimer. grosse saison, en tout cas, ça c'est sûr. Mon chouchou, on sait où il est. C'est où il est, il est plutôt sur la mer Baltique, là-haut. Il est un peu plus haut. Non, mais ça reste une surprise, oui et non. Il y a quand même d'énormes moyens. Pour moi, c'est plus une surprise Valence, Oui. même qu'il y a des moyens Valence, c'est aussi. énorme, Voilà. ça, c'est l'énorme surprise. Je trouve que Valence, c'est plus une surprise que l'Hapoel, qui est quand même... voilà. Mais non, ça reste... C'est pour ça que je dis, j'espère que vendredi soir, le monde répondra présent, parce que ça vaut le coup de venir encourager, encore une fois, au moins là, la Roca Team. On voit les pourcentages d'adresse de cette équipe. 60% à 2 points, 37 à 3 points, 51% au tir, avec cet homme très très dangereux. Toutes les lignes de stats, au rebond, à la passe, au point, c'est le maître à jouer. On s'attendait à voir un gros Micic et on a un gros Bryant. Il est épaulé quand même par Micic qui est un peu mieux ces dernières semaines. Chris Jones, comme disait Laurent. Ouais. Chris Jones, Et un très Dano solide. Tourou qui fait très très mal aussi dans la raquette. Ah, mais longueur d'effectif, intensité, physique. Laurent parlait d'10. Il sait faire. Cette équipe-là, l'année dernière, elle a gagné l'Eurocup. Ils ont sorti le chéquier. D'habitude, c'est l'inverse. Les équipes qui gagnent l'Eurocup, elles viennent en Euroleague, elles gardent leur effectif, elles gardent la dynamique. Eux, ça a été l'inverse. Ils ont sorti le chéquier, ils ont fait recrutement XXL. Et ça a marché immédiatement. À l'inverse de Valence, notamment Valence, ils ont gardé leur effectif, la dynamique, le style de jeu, la continuité. Eux, c'est l'inverse, mais ça marche aussi, comme quoi il n'y a pas une méthode. Et ils ont été brinque-ballés entre matchs à domicile en Israël, repartir... Ils avaient commencé à Sofia, ils sont rentrés pour y retourner. Repartir. Pas trop impacté, j'ai l'impression, même s'ils ont eu des petits creux, mais équipe extrêmement solide.
Après, je te laisse finir, Yo. Mais ils ne s'étaient pas mis sur la shortlist pour récupérer Nigel S. Davis aussi? Évidemment. Si, ils étaient De dessus, toute façon, dès qu'il y avait un gros joueur à signer, ils étaient là. Par contre, Il n'y a pas de souci, ils se il n'y a mettent à l'affût. pas 15 jours, là, ils n'ont pas été retoqués aussi parce qu'ils ont dépassé le salary cap de 5 millions d'euros d'amende exactement, oui. par l'Euroleague. Donc bon, Non, mais c'est quand on pas est un là- souci. Non, ok Ben, mais Pour le pour ça que je te propriétaire dis, là-bas, il a des c'est très costaud gros, et à la différence d'Efes, de l'Étoile Rouge, bon, qui joue encore sa place, qui a changé énormément de joueurs. Je trouve que aussi pour une équipe qui a énormément changé, voilà, ils ont le socle quand même très costaud. Je pense qu'ils ont aussi eu moins de pression que des grosses cylindrées comme le Barça, comme des équipes comme ça qu'on attendait un petit peu plus hautes. Je pense au Pana, je pense à ces équipes-là où eux ont été un peu plus dans l'ombre. Valence avec un autre projet, l'Arena et ce côté développement qui est en train de prendre, là c'est un peu l'année jeunesse pour eux de leur nouveau projet. Mais l'Hapoel, tu as un côté surprise depuis le début. C'est-à-dire qu'ils sont dans le top 5 depuis quasiment la J7 ou enfin c'est depuis des le équipes les début. plus Et en fait, régulières on de la parle, saison, hein. Ils sont on jamais parle, sortis. ouais voilà, et on parle jamais d'eux. On parle souvent du Pana, on parle souvent de l'Olympiakos, du Fener. Oui, oui. Parce que là-bas, Mais- ils en ont beaucoup en Israël. Hein. La concurrence avec le Maccabi, être devant le Maccabi, on sait qu'il y a une rivalité monstrueuse. Le Maccabi, c'est le club historique, le club du pays, et eux, ils sont derrière. Il y a une concurrence énorme, et là-bas, il y a énormément de pression pour être justement devant le Maccabi. C'est qu'on a plus tendance à parler de la saison ratée de l'Efes plus que de la saison réussie du Maccabi de l'Hapoel, pardon. Et donc, ouais, ils sont un peu dans l'ombre de d'autres cylindrés, et je pense que ça profite énormément, ça leur profite pour faire la saison qu'ils sont en train de réaliser. On va faire un petit point sur le classement avant d'évoquer les résultats des concurrents directs de Monaco justement à ce classement. On va pouvoir faire le point, voir où on en est, avec 5 équipes qualifiées désormais pour les playoffs, avec l'Olympiakos qui est désormais devant, tout en tête, devant Valence, deuxième, qui a l'occasion de valider cette deuxième place lors de la dernière journée. Incroyable parcours des Valencians. Le Real Madrid aussi qui jouera à domicile son dernier match. L'Hapoel en 4e position. La chute libre du Fener qui a perdu 7 de ses 10 derniers matchs d'Euroleague, eux qui ont été en tête les 2 tiers de la saison sans doute de cette Euroleague. Kaunas qui ferme la marche de top 6 et puis vous le voyez entre la 7e et la 10e place ça va se battre entre l'Étoile Rouge, le Panathinaikos, Monaco et le Barça qui a une défaite de plus que ses 3 concurrents pour les play-in. Ça va être très intense jusqu'à la fin de la saison, on va voir. Du coup, Dubaï et Maccabi, c'est donc terminé pour eux, pour les espoirs de play-in. Et puis, finalement, l'Anadolu Efes et l'Asvel qui ferment la marche là-dessus. Pas de surprise non plus de les voir ici. Alors, l'Anadolu Efes, oui, c'est une surprise par rapport au début de saison. Mais sur la continuité de la saison, on n'est pas surpris de les voir avant-dernier de ce classement. Un petit point donc sur les adversaires au championnat de Monaco. On va commencer avec Kaunas, qui est toujours à portée de tir justement des poursuivants, et notamment du Panathinaikos, puisque Kaunas, énorme surprise, sur ces 2 rencontres la semaine dernière, a perdu à domicile contre Dubaï, 65-77. Ils se sont réveillés du côté du Partizan avec une victoire 83-74. Kaunas qui affrontera Paris à domicile lors de la dernière rencontre. Et c'est pas un cadeau en ce moment d'affronter Paris depuis le changement d'entraîneur, depuis le départ du coach italien Tabellini, remplacé par Julius Thomas. Cette équipe de Paris a retrouvé des couleurs. Et voilà, heureusement Kaunas jouera ce dernier match à domicile, mais attention au faux pas, puisque le Pana peut encore accrocher cette 6e place. Ouais, moi Bien malin. Ah ouais, là, on a Bien tout malin. à l'heure... On avait coché la semaine dernière. À la rédac, Kaunas, on avait coché ici. Ah oui, dans Kaunas, on l'émission. pensait que c'était intouchable. C'était... Après, le Pana reçoit Efes. L'Étoile Rouge va au Real de Madrid. Barcelone reçoit le Bayern. Et Monaco reçoit l'Hapoel. Donc là, bien malin, celui qui va te dire 7, 8, 9, 10, je sais. Tout est possible. Si ce n'est que si le Kaunas a la mauvaise idée de perdre contre cette équipe de foot Paris et que le Pana bat les fesses, le Pana termine 6e. Alors, pour les personnes qui organisent le Final Four, c'est quand même pas mal parce qu'il n'y a pas d'opposition 1-8, parce qu'Olympiakos est sûr de terminer premier.
si en 1-8, tu as Olympiakos Pana, on blague depuis des semaines en disant pourvu qu'il n'y ait pas ce quart de finale, eh ben là, je le répète, Oui, ce serait marrant, moi. sortez pas de chez vous. Là, il faut rester à la piole parce que ça va Tu vas être. peut-être la voir, ta finale Olympiakos Pana au Pirée. Le quart de finale en 5 matchs, il serait beau aussi. 23, Ouais, ce serait pas mal aussi, ouais. Ah ouais, bah là. Le quart de finale en 5 matchs. En tout cas, c'est une surprise de voir cette équipe de Kaunas comme ça trébucher à domicile contre Dubaï. Bon, voilà, moi, il y a un joueur que j'adore là-bas. Après, j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup le jeu qu'elle propose. Je trouverais ça triste pour eux et pas mérité de terminer en dehors de ce top 6. Surtout qu'ils avaient un calendrier à domicile, on ne les voyait pas forcément perdre des points comme ça. C'était l'équipe qu'on annonçait pouvoir finir dans le top 6 un peu plus facilement que les autres, au vu des derniers matchs à domicile et surtout du calendrier que les équipes qu'ils affrontaient, le Partizan, Paris, un petit peu étonné, ouais. Ah ouais, les fesses. Mais cette Euroleague, jusqu'à la dernière journée, c'est pour ça. Jeudi, vendredi, là, il peut y avoir encore des dingueries et des scénarios. Hein. Ça va Tu être... risquer un prono, toi? Non, arrête, plus de prono. Plus de prono. C'est quoi? Moi, je pense que les Algéris, ils vont battre Paris. Tranquille. Ah, ouais, mais il nous avait dit ça sur le Maccabi la semaine dernière. Allez, les adversaires directs au play-in désormais, tu l'as dit Laurent, donc le Barça affrontera le Bayern lors de la dernière journée. On va regarder un petit peu l'Étoile Rouge qui a fait un 2-2 la semaine dernière sur sa double week. Ils affrontaient les deux clubs du championnat de France, l'Asvel et Paris. Victoire 106-93 sur le parquet de l'Asvel. Et puis une victoire à domicile, l'Étoile Rouge contre Paris 94-81. Là pour le coup, ils ont montré l'exemple à Kaunas, ce qu'ils doivent faire. Mais cette équipe de l'Étoile Rouge qui terminera face à la meilleure équipe de la saison à domicile, le Real Madrid, qui a encore aussi, comme la Puel, quelque chose à jouer sur cette fin de saison. Non, mais le Real, l'arrivée de Scariolo, on pensait que, voilà, on disait aussi une équipe un peu vieillissante, pas trop de turnover. Je trouve que Scariolo, de retour à la Maison Blanche, ils ont perdu un seul match, je crois, à la maison. Oui. Madrid. Donc, ça peut faire les affaires de Monaco, ça a l'air de rien. Si, Déjà, le Real, si jamais ils continuent sur leur lancée à domicile, ils vont aller au Final Four, parce Voilà, que personne ne va les taper à la maison. Donc, au pire, tu fais 3 matchs à la piole, tu as gagné tes 3 matchs. Hein. Donc déjà, Non, mais t'es déjà en direct. Tu peux déjà, que ça, non, mais tu peux déjà réserver Athènes. Hein. Donc, non, mais c'est... Non, mais à l'intérieur, c'est Euroleague. ultra solide. À l'intérieur, le Real, sur les ailes, les Zonières, etc., c'est très fort. Mais moi, c'est surtout à l'intérieur, l'impact qu'ils arrivent à mettre. C'est quoi? C'est comment il s'appelle? C'est Tavares, après Kabengele, c'est ça? Non, Non, comment il s'appelle ça reviendra. Garouba, voilà. Garouba, t'as Laïs, L'impact contre l'Étoile Rouge, ils vont en avoir aussi. Hein. Ah oui, là, ouais. En termes d'impact, ça va répondre. Ah, puis ils ont... McIntyre. On parle d'Eli Okobo. Ouais. Il y a un garçon. McIntyre aussi. McIntyre fait Chaque journée. Meilleur passeur de l'Euroleague. meilleur passeur de Chaque l'Euroleague. journée, il frôle le triple-double. Là, on est passé à un cap. Avant, c'était double-double. Lui, Lolo, quand il met à 3 points, il est injouable. Injouable, mais je suis d'accord avec toi. Quand il met à 3 points, il est injouable. Parce que son péché mignon, c'est l'adresse. Parce qu'il a du drive, il a une envergure monstrueuse, il est passeur incroyable, il se défend très très bien. Ouais. Alors quand il commence à mettre dedans, en fait, tu peux plus le jouer. Costaud, pareil, c'est costaud. Épaule à épaule, il est imbougeable dans le 1 contre 1. Et puis son copain à côté, Butler, là. Lui aussi, on dirait qu'il va à 3 à l'heure. Il était arrivé timidement, mais il va à 3 à l'heure. Il est un peu comme ça, lui aussi. C'est quand même pas trop mal adapté. Et Noura aussi. Noura, Shimamoneke. Je te dis, eux, ils ont réussi. On avait un peu peur à un moment donné. Ils ont réussi 8 ou 9 joueurs. 9 joueurs. Donc là, j'ai vu qu'ils avaient re-signé à l'intérieur nigérian. Le Dimo qui donne ses minutes. Voilà. Dimo, ça fait un petit moment qu'il a disparu des radars. Un peu, il donne des petites minutes. Puis il est rentré Bolon Boy. T'imagines? Bolon Boy, tu le signes dans n'importe quelle équipe d'Euroleague aussi. Hein. Non, chaud. Allez, on termine avec le Panathinaikos désormais, messieurs, l'équipe d'Avengers grec, le Pana. Et le Pana qui dispute une place pour les play-ins. Ça, on ne l'aurait pas misé en début de saison au vu du recrutement et des joueurs à disposition du coach Ataman. Le Pana qui a fait une semaine à 50%, une défaite, non pas une défaite, une gifle à Valence. 102-84 face à cette belle surprise de la saison. On le disait, cette équipe de Valence, une équipe collective incroyable. Et puis une victoire tout de même en début de semaine à Barcelone, 93-79.
Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais- Une pièce en l'air. On le dit. Attends, à ils chaque fois qu'on ils finissent à domicile contre l'Anadolu FS Istanbul. Il y a quand même pire. Non, mais Ouais, c'est ouais. collectivement. Collectivement, ils sont pas impressionnants. Par contre, l'intensité qu'ils sont capables de mettre par séquence et le niveau individuel et athlétique des mecs, C'est ça. c'est au-dessus de tout le monde. Par contre, collectivement, ils n'y arrivent pas. Quand tu te fais allumer comme ça par une équipe qui joue à 2000 comme Valence et qui est hyper collective, ben c'est que toi, en fait, collectivement, tu n'y es pas. Mais par contre, ils sont capables de... Il y a 12 joueurs qui sont capables de mettre 20 points dans cette équipe. Il faudrait regarder la sortie du président à partir de mercredi, jeudi. Là. Qu'est-ce qu'il va dire pour le match de vendredi? Parce que lui c'est le roi du teaser. L'allume des mèches. Avant, Il jette. exactement. Avant l'arrivée de Monaco, il avait dit c'est le match le plus important de la saison, une salle hystérique. Et là, qu'est-ce qu'il va dire pour la venue des fesses? Là, ça va être juste fou. Je pense qu'il va être mesuré cette fois-ci. Je ne sais pas si ce garçon, il a ça en magasin. Je crois pas. Mais non, mais c'est juste, cette équipe, elle est juste folle. Parce que Le Pana en play-in serait quand même un énorme échec cette saison. Ouais. C'est un échec. Ah ouais. c'est un échec. On est d'accord. Mais les fesses, c'est un échec. Milan, c'est un échec. Oui, évidemment. Là, peut-être que les observateurs, Enfin, on parle nous, on ne voit pas comme ça parce que, et on va dire, mais Monaco aussi, 3 années d'affilée, 4e de l'Euroleague, Ouais, bien Final sûr. Four, Fener qui finaliste. sort du top Voilà, 2 c'est- alors qu'ils ont le été. Fener, Pana, qui c'est la roulait plus- sur tout le C'est la monde. plus grosse masse salariale de l'Euroleague, je crois. Ah oui, Ouais, ouais. Et loin C'est parce devant que tout le monde. Hein. C'est parce que Très, très Kendrick loin. Nunn, il a 15 millions par an. ouais, Enfin, ouais. non, sur 3 ans, il a signé un Ouais, contrat à ils 15 ont- millions sur 3 ans qu'ils ont étalonné, mais déjà, ça explose la Jonathan masse Davis, il est pas salariale. au SMIC, à mon avis. hein. 10 millions, ans. Jeune. 10 ans. 10 millions, millions sur 2 ans et demi. Et même des Jerian Grant, c'est haut du panier en TJ Euroleague. Short, bien TJ Short, sûr. il y est allé pour pas grand-chose, je pense Je te dis, aussi. j'aimerais bien être la mise au vert de vendredi pour le match de jeudi soir pour le match de vendredi. Petite Ça va souris, être- là, ah, là, le- ça va être lunaire là. Là, ça va être. Allez, on boucle cette page Euroleague avec le top 5 des meilleures actions de la semaine dernière. Jan Montero shows his speed. Oh, count the basket as he contorts his body through the contact and gets the right-handed uppercut flipped to fall. Wara makes a house call on Jordan Wara in transition. Vesely qui va perdre le ballon. Le 2 contre 1. Mathieu Strazel et bam! C'est fait. Monaco va s'imposer ce soir. Terminado face au FC Barcelone. Il restera un match face à la Poel. Et Monaco qui va faire un énorme pas vers la qualification en play-in. Obst, two-man game with McCormack for the big alley-oop dunk. Wow, how about that? 10 secondes sur la possession. 5 secondes, Eli Okobo, le step back. Et ça tombe dedans! Au buzzer, Eli Okobo, le magicien! Il reste 10 secondes et plus 5. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Paul Eboua qui se lève à 3 points, c'en est terminé. Monaco va s'imposer au terme d'un final irrespirable. 80-76, la première des 3 finales est remportée. Allez, on termine comme d'habitude avec un petit mot sur les espoirs qui enchaînent malheureusement les défaites. 3e revers consécutif pour les jeunes de Mike Pivot, battus 86-85 par Bourg-en-Bresse samedi. Toujours sans le capitaine Zakaria Mechergui. Il menait pourtant de plus 13 à la pause après avoir dominé un deuxième quart-temps à plus 26. Mais les jeunes Roca Boys ont chuté petit à petit. Un lay-up inscrit par Isaac Guedekbe à 11 secondes de la fin du match offre la victoire à la JLB. On notera les 18 points et 8 passes d'Issam Mungala, 25 d'Eval. Monaco est 4e du championnat Élite Espoir avec 2 matchs de retard sur ses concurrents. Prochaine rencontre à suivre en direct sur TV Monaco, cette 38e journée d'Euroleague. Ce sera donc vendredi soir à 19h30, Monaco à Poel. Match commenté donc par Laurent Sierra et par Colin Bourgeat. Vous en avez l'habitude, après, il y aura un après-match un petit peu particulier avec des nouvelles têtes normalement pour cet après-match de vendredi. Et oui, on ne peut pas être partout, mais on se retrouvera très vite avec les play-in. On va se quitter désormais, messieurs. On se retrouve lundi prochain pour on va se projeter sur les play-in la semaine prochaine, sur la suite de la saison. Play-in, play-off.
Play-in, play-off avec, on l'espère, la Coupe de France, évidemment. Trop de sujets. Trop de sujets. Allez, on se quitte avec le Magic Moment. Aujourd'hui, ce sera la claquette de Johan Bégarin contre l'Asvel. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV Monaco. Petite adresse, hein. 52% au niveau du shoot à 2 points, 33% à 3 points. Ils en ont pris que 12, 13 désormais. Et bim, Johan Bégarin qui remet le couvercle. Ça, je peux vous dire que ça fait du bien, vous voyez.